Alors, bonjour à toutes. Oui, aujourd'hui, c'est vraiment toutes. Toujours un plaisir de vous retrouver. Et aujourd'hui, on a une invitée spéciale, guest speaker, Anna Touré. Anna Touré, je sais que déjà plusieurs te connaissent déjà, te suivent sur tes différentes pages. Donc, je vois sur ton profil, on mentionne Anna Touré PR. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi et ce que ça signifie, ce fameux PR? Alors, bonjour à tous. Merci déjà de m'inviter à cette conversation. Un grand plaisir. Alors, PR pour Public Relations, ou en français, Relations publiques. Parce que l'agence que j'ai créée est une agence de relations publiques qui sert à aider les marques, les sociétés qui ont besoin de visibilité et qui ont besoin d'être connues, en fait, pour faire accroître leur marché, leurs affaires. Et le plus de l'agence, c'est qu'on a décidé de se focaliser sur l'international. Donc, toute société, par exemple, qui est basée au Sénégal, ou au Togo ou en Côte d'Ivoire, et qui veut pouvoir étendre son marché sur l'international, et bien notre rôle, c'est de se positionner en tant que lien entre la société en question et le public, les personnes cibles qui souhaitent toucher pour faire développer leur marché et se faire connaître encore plus. Alors là, tu as mis vraiment le doigt sur notre thématique phare du jour et des semaines précédentes, ce fameux lien entre le fournisseur et la cible finale. Alors, qu'est-ce que tu dirais dans l'expérience que tu as eu à avoir jusque-là? Quels sont les éléments clés pour pouvoir accompagner une marque, disons, sur l'international, par exemple? Alors, ce qui est très important pour une marque, et ce sur quoi on accompagne les marques, c'est de pouvoir, tout en gardant son identité, s'adapter au marché qu'on souhaite toucher. Parce que d'un pays à l'autre, la culture est différente, même si les besoins vont être les mêmes parfois, ils vont être différents. Il ne s'agit pas de changer, par exemple, s'il s'agit d'un produit, complètement le produit, mais savoir comment adapter, en fait, son produit ou son service à la cible que l'on souhaite toucher. Donc, c'est très important et c'est ce sur quoi nous accompagnons en général, enfin, même toujours nos clients. Faire en sorte que leur message, que ce soit un message, un service ou un produit, puisse s'adapter et soit réaliste face aux besoins nécessaires, en fait, du pays souhaité. D'accord. Alors, si on prenait un exemple concret, si j'ai une marque de vêtements et que je suis au Sénégal et que je veux pouvoir vendre à Abidjan au Nigeria, mais je ne connais que le marché sénégalais, qu'est-ce qui va augmenter mes chances de pouvoir vendre à l'étranger? Alors, dans un premier temps, c'est pour ça que et je suis ravie que tu me poses cette question-là, parce que tu pourrais faire le lien entre le fait que nous sommes une agence de relations publiques. Donc, les relations publiques, ça va correspondre uniquement à une agence qui se présente comme étant le lien entre, comme je l'ai dit, par exemple, la marque et les personnes qui vont permettre à cette marque de se faire connaître et d'être plus vendue. Mais on s'est rendu compte, en fait, que beaucoup de marques, chez nous, avaient besoin d'un autre accompagnement en plus cet accompagnement-là en relations publiques, mais le branding, c'est-à-dire le travail sur l'image, avant de pouvoir prétendre se faire représenter par une structure pour gagner de la visibilité, il faut déjà être préparé. Préparé en termes d'image, en termes d'organisation en interne. C'est très important. Et c'est pour ça que pour répondre à ta question, je dirais qu'une marque, avant de pouvoir même être représentée par la relation publique ou même vouloir se développer localement et à l'international, il faut avoir une image de marque forte. Ce que j'appelle une image de marque forte, c'est faire en sorte qu'on puisse reconnaître la marque, non seulement par ce qu'elle propose en termes de design, de vêtements, de style, mais aussi par rapport à son logo, l'organisation de la marque, le fait que l'image soit soignée et fasse professionnelle. C'est ce qui permettra à une marque, parce que ce marché est très compétitif. Et pour pouvoir, et ce n'est pas un problème en soi, pour pouvoir juste être au-dessus du lot, il faut juste préparer son image, avoir une image de marque. Alors ça passe par le message, ça passe par le visuel,
mais ça passe aussi par le service client, par exemple. Donc, ce sont tous ces éléments-là sur lesquels on travaille avec nos clients, de manière à ce que lorsque le branding, l'image de marque est au top, là, on peut attaquer les relations publiques, c'est-à-dire prendre le produit, entre guillemets, ou la marque, la présenter aux personnes publiques, aux célébrités, ou aux journalistes, ou à tous les organes qui vont faire en sorte qu'on parlera de cette marque et que cette marque sera. Donc, travailler sur son image. D'accord. Alors, je vais te ramener un peu en arrière. Tu as parlé d'avoir une image de marque forte. Qu'est-ce que tu détectes quand tu regardes une marque sur une page Instagram, par exemple? Quels sont les éléments qui vont tout de suite te dire, ah là, te faire dire, il y a du potentiel ici, ou je vois bien cette marque dans tel pays ou autre. Qu'est-ce qui attire particulièrement ton attention? Alors, dans un premier temps, ça va être bien entendu le vêtement. Je vais regarder l'originalité, le travail qui est recherché par rapport aux collections qui sont proposées. Mais après, je veux rassurer aussi les personnes en leur disant qu'il ne s'agit pas, là, si on se focalise sur tout ce qui est mode, etc., il ne s'agit pas nécessairement de créer des vêtements excentriques ou quoi. On peut avoir quelque chose de particulier en créant aussi des vêtements très simples, sobres. En fait, ce qui va faire la différence, c'est la manière de présenter. Je vais être touchée tout de suite par le fait qu'il y a un effort qui aura été fait par rapport au photoshoot, à la manière dont le produit va être présenté. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ce qui va faire que je vais me dire, ah, ok, là, on voit qu'il y a un effort derrière, ou tout simplement, avant tout, donc comme nous, on propose des services de branding, je sais que la marque peut avoir besoin d'aide à ce niveau-là. Donc, ce sur quoi je vais me focaliser, c'est le produit en tant que tel. Voir si, ok, est-ce qu'il y a réellement une demande par rapport à ce produit-là? Est-ce que la marque propose quelque chose de nouveau et qui peut intéresser une cible particulière? Et je tiens à préciser, par exemple, qu'il ne faut pas avoir peur de la compétition, dans le sens où j'aime bien prendre cet exemple, et cet exemple, je ne l'ai pas inventé du tout, hein, je l'ai vu sur Internet un jour, c'est que lorsqu'on va dans un supermarché et qu'on va dans un rayon pain ou pain de mie ou quoi, il y a, je ne sais pas, au moins 100 marques ou 50 marques, mais ça n'empêche pas ces marques de continuer et d'exister. Donc, le plus pour une marque, c'est de ne pas avoir peur de la compétition. Je sais qu'on se dit souvent, oui, mais il y a, tout le monde fait ça, tout le monde fait la même chose. Non, mais en fait, en tant que marque, tu peux décider de peut-être faire la même chose qu'autrui, mais avoir ta propre identité, ta propre D'accord. spécificité qui fera que tu vas sortir de ce livre. Donc, nous, pour conclure, je regarde le produit dans un premier temps, ce que le produit a de particulier. Ok, effectivement, on a fait un module où on a vraiment discuté de ce point-là, cette valeur unique, qu'est-ce qui rend la marque spéciale. Et une fois que, donc là, ce que tu as mentionné, effectivement, le produit doit quand même avoir un caractère unique, je note, ne pas avoir peur de la compétition, tant qu'on est capable de montrer qu'on apporte quelque chose de nouveau. Également, la qualité des images, le photoshoot. Alors, en termes d'outils. Si on devait parler d'un kit pour l'entrepreneur qui a une image de marque forte, quels sont les éléments qui sont incontournables? Donc, j'ai bien noté le photoshoot, la présence sur les réseaux sociaux, j'imagine. Est-ce qu'il faut être sur toutes les plateformes? Qu'est-ce que tu recommandes à ce niveau-là? Ça va dépendre. Alors, le kit est tout milieu confondu. Là, je sais qu'on s'est attardé sur la mode, mais ça peut être aussi, on peut parler d'autres domaines. La base, c'est-à-dire créer un site internet. Et de nos jours, c'est très facile. Je sais que ça fait peur à certaines personnes parfois en se disant c'est trop coûteux, je ne sais pas comment faire ou quoi. Mais il y a des plateformes qui existent de nos jours, que ce soit Squarespace, Wix ou d'autres plateformes, parmi d'autres d'ailleurs, qui permettent justement de créer un site. Donc, je dirais dans un premier temps, il est absolument primordial que vous soyez présent digitalement. Donc, il faut acheter un domaine, un nom de domaine dans un premier temps, créer le site, avoir une adresse email professionnelle avec, si possible, le nom de votre société en .com. Voilà, par exemple, anatorepair.com. Si ce n'est pas le cas dans un premier temps, vous pouvez prendre n'importe quelle adresse email, enfin un serveur, que ce soit Gmail, Yahoo, et avoir le nom de votre société dans un premier temps à yahoo.com. Dans un premier temps, pourquoi pas. Mais en tout cas, faire en sorte que vous ne mélangiez pas votre adresse personnelle avec l'adresse de votre business. Ça, c'est très, très important parce que ça représente l'image que vous allez donner à votre société. C'est-à-dire que lorsqu'on vous contacte par rapport à un service donné, que ça correspond à votre société, on s'adresse que ce soit vous ou les personnes avec lesquelles vous travaillez, on s'adresse à l'entité. Donc, je dirais d'abord acheter un nom de domaine, créer le site Internet, avoir une boîte email et préparer déjà une sorte de service client. C'est-à-dire faire en sorte que lorsqu'on vous contacte,
par email, par exemple, avoir une certaine manière de s'adresser à votre clientèle, très professionnelle. Et là, ça constitue déjà les premières étapes d'une entreprise qui vaut le succès. En parlant de site internet, il ne faut pas avoir peur dans le sens où se dire ah mais c'est un budget, je n'ai pas les moyens directement de créer un site. Mais je vais vous prendre mon exemple. Moi, par exemple, lorsque j'ai commencé en 2012, j'ai acheté un nom de domaine, j'ai créé mon site et comme je n'avais pas, tout simplement parce que je n'avais pas encore le nombre de clients que j'ai actuellement, je n'avais pas la capacité de créer un site internet et puis mettre des images de mon travail, etc. Donc, ce que j'ai fait, j'ai créé une page d'accueil avec une belle photo, mon adresse email et le numéro de téléphone. Pas ma photo, une photo de mode, l'adresse email, un bref descriptif des services que je proposais et le numéro de téléphone. Là, en fait, dès les premiers mois, j'avais déjà une présence en ligne et j'avais commencé à développer, en fait, partager en fait, du contenu sur les réseaux sociaux. Donc, il faut absolument, dans un premier temps, tout se fait progressivement. Une création d'entreprise ne se fait pas du jour au lendemain. Il ne faut pas avoir peur de faire les choses progressivement, mais de façon organisée. Et par rapport à la présence sur les réseaux sociaux, ça va dépendre. Pour une marque peut être sur Twitter, par exemple, mais je ne vois pas trop l'intérêt d'être sur Twitter pour une marque de vêtements, par exemple. D'accord. Je dirais plus Instagram pour le visuel, Facebook aussi, parce qu'il faut voir aussi que Facebook a évolué au fil des années, mais d'une zone du monde à l'autre, par exemple, Facebook a une place très importante en Afrique, alors que peut-être Facebook en Europe, aux États-Unis, aura un autre usage, un autre type d'usage. Je vois par exemple que certaines sociétés, même que ce soit des restaurants ou autres ici, vont utiliser Facebook en guise de site Internet. Oui. À la place d'avoir un site. Bon, je ne suis pas toujours à 100% d'accord, mais il faut faire en fonction de ce qui se passe sur la zone dans laquelle on se situe. Donc, je dirais Instagram, Facebook, il y a aussi Pinterest, pourquoi pas pour partager des images, pour en nommer quelques plateformes. Ok, d'accord. Alors, une autre question, souvent on a l'impression que les marques anglophones sont beaucoup plus populaires que les marques francophones. À ton avis, à quoi c'est dû et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la présence à l'international des marques francophones? Alors, je dirais que c'est peut-être une question d'état d'esprit. Bon, l'état d'esprit anglophone est différent de l'état d'esprit francophone, en tout cas en Afrique. Et je pense qu'il faut, pour ce qui concerne la zone francophone, il faut oser. Il ne faut pas avoir peur, justement, de communiquer, je dirais, en anglais également, pour attirer une plus grande clientèle, une plus grande cible, qui ne sera pas que locale. Et il faut aussi donner autant d'importance au travail sur l'image, au branding, qu'à l'achat, par exemple, au budget qui est réservé pour l'achat. Pour les locaux, par exemple, si je dois parler des locaux. Et je trouve que les personnes ont tendance à négliger le travail sur l'image et les relations publiques en pensant que c'est du luxe, c'est juste accessoire. Parce qu'il faut se dire la vérité, ça a un certain coût. Mais ce que toute personne doit savoir, c'est que même en tant que créateur d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, on commence par être son propre PR. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que c'est une question d'état d'esprit et justement, c'est ce sur quoi on doit travailler dans les pays francophones, avoir cet intérêt par rapport au travail qu'on doit faire sur l'image de société, se rendre compte que c'est aussi important que d'autres départements d'une société. Parce que c'est la porte d'entrée. En voyant d'abord une image travaillée et en travaillant sur la communication de façon régulière et poussée, tout de suite, on attire une certaine clientèle. L'œil comment dirais-je, est posé sur la marque parce que l'image a été travaillée. D'accord. C'est question d'état d'esprit. Ok, alors j'invite tout le monde, hein, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, il y a la boîte de questions-réponses et il y a la boîte pour les conversations. En général, j'ai plus de questions, donc il ne faut pas vous laisser intimider, c'est le moment d'en profiter au maximum, c'est presque une consultation gratuite, donc posez le maximum de questions. Donc tu as mentionné, il faut communiquer régulièrement. Alors, je sais que beaucoup vont hésiter par rapport aux réseaux sociaux. C'est je veux avoir une marque, mais je ne veux pas me mettre moi-même en avance. Est-ce qu'à ton avis, le visage de l'entrepreneur est
important par rapport au produit qui va être mis en avant. Alors, j'ai vu un commentaire. Est-ce que tu as la possibilité soit de rapprocher l'ordinateur ou de parler plus fort? Apparemment, on ne t'entend pas bien. D'accord. Est-ce que là, on m'entend mieux? Oui. D'accord. Merci. Et donc, la question, c'était ça. Certaines personnes lancent des marques, mais ne veulent pas, elles, être mises en avant sur les réseaux sociaux, ont peur d'avoir cette présence-là sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on doit mettre sa propre personne en avant pour développer sa marque? Pas nécessairement. C'est un choix, une stratégie de marque de se mettre en avant et de vouloir présenter son entreprise ou ses services en utilisant sa propre personne. Mais ce n'est pas du tout l'obligation, bien au contraire. Il y a beaucoup de marques dont on ne connaît pas du tout le visage des personnes qui les ont créées. Donc, ce n'est pas une obligation. C'est vrai que ça se fait tout, mais on peut très bien mettre le produit en avant. Et pendant longtemps, par exemple, si je prends un exemple, personne ne savait à quoi je ressemblais parce que mon but, c'était de mettre et les clients en avant, et toujours d'ailleurs, et leurs produits et leurs services, et mettre nos services. Donc, on n'est pas obligé, surtout dans un premier temps. Au contraire, il faut, je pense, après, ce serait une stratégie personnelle, mettre en avant le service qu'on cherche à vendre ou le produit qu'on met en avant. Ce n'est pas une obligation du tout. C'est vrai que, par exemple, sur Instagram, c'est un choix après de chacun de se mettre en avant, de partager sur son quotidien. Et il ne faut pas penser que parce que certaines personnes le font, pour mettre en avant leur business, que vous êtes obligé de le faire. Pas du tout. C'est une stratégie. Il y a différentes stratégies. Je vais avoir certains clients, par exemple, qui vont vouloir adopter cette stratégie-là, mais en aucun cas, si vous avez une stratégie qui est autre, qui est au contraire, et de vous cacher ou d'avoir juste vos services ou vos produits en avant, ce n'est pas un souci. OK. Très bien. Alors, il y a une première question de Jorsar. Quand on vient tout juste de démarrer, comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour avoir de la presse ou attirer l'attention des médias? Alors, ça va être notre travail, mais si, par exemple, une marque veut le faire indépendamment, il faut avoir un dossier de presse qui présente votre société ou votre produit et contacter, envoyer en fait justement ce dossier à des journalistes ou à des organes de presse pour présenter votre société. Voilà. Et ça peut se faire également par le biais d'événements. Je ne sais pas dans quel domaine Madame Sarr est, mais par le biais d'événements pour faire connaître tout simplement la société au grand public ou inviter des personnes spécifiques pour qu'il y ait un échange, une présentation comme ça, de vive voix de la société que vous avez. Donc, c'est un travail sur le long terme. C'est beaucoup de relances, beaucoup d'envois d'emails, de présentations et il ne faut jamais baisser les bras parce que tout se fait progressivement. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Autre question de Halima Diao qui dit donc hello, merci pour ce live. Mon branding est fait. Est-ce que vous faites des audits ou des accompagnements pour la mise en place de la stratégie? Et est-ce que c'est impératif d'avoir un recours à un community manager? Donc, tu as deux questions ici. Alors oui, nos services se divisent en plusieurs catégories. Alors, il y a des accompagnements continus avec la majorité des marques que nous représentons sur plusieurs années, etc. Il y a aussi des services ponctuels qu'on propose pour aider justement certaines marques à établir une stratégie qui est adaptée à leur réalité, adaptée à leur budget et aux objectifs qu'ils souhaitent atteindre. Donc oui, on le fait. Et par rapport au community manager, si vous avez le sentiment que vous pouvez gérer, comment dirais-je, appliquer votre stratégie de communication digitale vous-même, pourquoi pas? Je connais plein de marques qui gèrent ça elles-mêmes, mais après, il faut avoir cette capacité-là. Ce n'est pas sorcier, on peut le faire. Mais si vous n'êtes pas à l'aise et que vous préférez le soumettre à un community manager, là, vous pouvez le faire aussi. Mais il faut savoir qu'un community manager, en général, va appliquer ce que vous souhaitez pour votre marque. C'est très important de comprendre ça en tant qu'entrepreneur parce que parfois, il y a des frustrations. J'ai déjà eu des personnes qui se plaignent en disant « Oui, mais le community manager ne comprend pas, c'est pas ce que je veux. » Oui, mais parce qu'en fait, il faut toujours garder en tête que même si vous êtes accompagné tout ça par des RP, des community managers ou des personnes qui vous conseillent, votre société est la vôtre. Donc, c'est vous qui savez plus que quiconque ce que vous voulez en faire. On peut toujours vous conseiller, mais lorsqu'il s'agit de cette touche-là, de cette touche émotionnelle ou sensible, la manière dont vous l'êtes perçu sur les réseaux sociaux, c'est important d'expliquer ce que vous voulez de manière à ce que le community manager applique en fait quelque part.
Après, si vous n'avez pas vraiment idée de comment vous devez, parce qu'il y a des stratégies en fait pour attirer la cible que vous voulez attirer, le community manager va vous proposer plusieurs stratégies, mais ça sera toujours à vous de voir ce qui vous plaît le plus. D'accord. OK. Alors, autre question de Diorsar. Est-ce que tu pourrais parler de la manière de mettre en avant une technologie et non un produit ou un service? Alors, ça va dépendre de quelle technologie on parle, par exemple, si elle peut donner plus d'infos pour que je puisse donner des exemples précis. D'accord. Et enfin, à mon avis, à l'arrivée, ça reste un produit ou un service. Je me dis, ce qui importe, c'est de pouvoir présenter les avantages au client, de pouvoir présenter ce que le client va gagner comme avantage. Et après, si c'est une technologie, ça va être un peu plus interactif dans le sens où il y a des mises en situation qui peuvent être proposées et organisées de manière à ce que ça puisse être plus parlant pour l'audience, contrairement aux produits ou aux services. Très bien, on va attendre qu'elle précise quelle technologie. Ensuite, il y a Michel Mouango qui demande, lorsqu'on est dans la production d'emballage bio et au niveau de la conception du prototype, comment se fait le branding? Alors, ça va être tout simplement, je pense, par le biais d'une équipe de design qui va proposer je suppose, différents prototypes, etc. Et le branding, comment dirais-je, il faudra d'abord voir quel genre d'image, en fait, vous souhaitez avoir par rapport aux emballages. Est-ce que ça va être strictement bio dans le minimalisme simple? Ou alors, est-ce que en plus d'avoir ce côté bio, vous voulez aussi avoir une image assez sophistiquée, léchée et haut de gamme? Ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez avoir comme image, comment vous voulez être perçu. Sachant qu'il s'agit de produits qui vont être, comment dirais-je, qui sont recyclés, si j'ai bien compris, et bio. Oui, enfin, pas forcément. Oui, c'est des emballages bio. Oui. Emballages bio, oui. Donc, ça va dépendre comment dirais-je, le branding. On vous fait différentes propositions, mais il faut savoir, vous, ce que vous voulez à la base. Quelle image vous voulez avoir. Et à partir de ça, les différentes propositions, une personne qui vous aide à développer votre branding va vous faire plusieurs propositions. Ce qui est important de savoir, c'est que, par exemple, lorsque moi, j'ai des rendez-vous avec des clients potentiels, le premier rendez-vous, ça va être moi en train de prendre 1 milliard de notes pour pouvoir cerner ce que la personne souhaite vraiment et par la suite pouvoir proposer différents cas de figure ou différentes possibilités. Parce que ce qui est important de savoir, c'est comme je l'ai dit juste il y a quelques minutes, c'est vous, c'est ce que vous voulez faire, ce que vous voulez représenter. Et ensuite, on vous aide à pouvoir mettre cette chose-là en place et vous donner vie. Et par rapport à ça, surtout quand elle est dans l'étape de conception du prototype, c'est important d'avoir régulièrement le feedback, cet aller-retour de test avec la cible, comment ils trouvent, pouvoir avoir régulièrement un feedback tout au long du processus. Comment tu organiserais ça, justement, cette possibilité de recueillir souvent le feedback de la cible avant de proposer un produit final? Alors, je connais différents organes qui, justement, ont des groupes de consommateurs tests. Oui. On peut les trouver sur les réseaux, sur Instagram ou autres, et qui vont justement envoyer certains prototypes, ou des fois même pas les envoyer nécessairement, mais faire des sondages et demander ce que un tel ou un tel préférerait avoir en termes d'emballage pour, je ne sais pas, X ou Y produit. Après, très simplement, demander à son entourage et en espérant que de façon objective, qu'ils puissent donner leur avis. Mais il y a certains groupes aussi justement qui existent et je pense que c'est pas mal d'avoir ce genre de feedback et de retour. Et je dirais, une des meilleures solutions, c'est tout simplement la veille. Voir ce qui se fait de façon générale sur le marché, voir ce qui plaît. La veille, le travail de veille, tout domaine confondu, c'est, je dirais, limite 70% du travail dans une première étape de création d'entreprise. Et la veille ne se fait pas uniquement, en fait, tout au début, hein, je dirais tout au long de la vie. Tout au long, effectivement. Faire de la veille constamment. À mon niveau, genre, je continue tout le temps. Je suis toujours là en train de sonder ce qui se passe, ce qui marche mieux, ce qui marche moins bien et pourquoi. Donc,
Voilà pour Ok, merci beaucoup. Ensuite, Khadissa qui dit bonjour à toutes, merci pour ce live. J'ai deux questions. Je suis en train de développer ma marque dans le secteur agro et ma cible sont des professionnels. Comment peut-on communiquer avec eux pour leur faire connaître les prototypes de produits qu'on est en train de développer? Alors, encore une fois, la veille, créer euh, créer une liste de sociétés cibles qui vous intéressent, les appeler tout simplement, présenter votre projet et proposer justement de leur envoyer par email voilà, une description de ce que vous souhaitez faire de manière à ce qu'ensuite vous puissiez établir ce lien et, euh, et leur envoyer ce que vous souhaitez envoyer pour avoir leur avis. Moi, Ouais. c'est ce que en termes de business. C'est vraiment, en fait, il faut, lors de la première étape, vraiment créer des listes de personnes avec lesquelles, de sociétés avec lesquelles vous souhaitez travailler. Essayez de connaître leurs besoins et adapter aussi votre future proposition selon leurs besoins et aussi analyser ce qui est faisable par rapport aux réalités du marché. D'accord. Ouais. Et j'ai envie de dire à Hadi, il faut juste prendre son téléphone et commencer à appeler. Souvent, on a peur de contacter les gens, on se demande qu'est-ce qu'on va leur dire, mais il faut juste prendre son téléphone. Et la pire des choses que la personne puisse dire, c'est non. Mais si on ne demande jamais, la réponse, ce sera toujours non. Donc, il faut juste prendre son courage et présenter quelque chose comme un produit qui peut avoir un intérêt pour la personne, surtout quand on n'est pas en train de vendre. Ça peut juste être, on aimerait que vous testiez et que vous nous donniez votre retour. En général, les personnes sont assez ouvertes, surtout que ce n'est pas courant au Sénégal. Quand on est en France ou aux États-Unis, on se fait harceler par des marketeurs. Ce n'est pas le cas ici. Donc, en général, les personnes vont être plus ouvertes pour découvrir. Tout à fait. Et je peux le confirmer par propre expérience, les personnes sont toujours plus ouvertes, je trouve, hein, même ici au Sénégal. On les appelle, on les contacte pour avoir un feedback, ou poser des questions par rapport à leur réalité en termes de besoins ou voilà, de nécessités. Et les retours sont beaucoup plus positifs. Au contraire, même, je trouve que les personnes se sentent flattées. On leur demande en fait ce qu'elles aimeraient avoir en termes d'évolution, de proposition de produits. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Tant que c'est conscient que la chose est abordée professionnellement et clairement. Alors, je pense que c'est un feedback très important, ce point-là. Alors, tu as dit, tant que les choses sont abordées professionnellement, est-ce que tu pourrais, par exemple, juste faire une petite simulation si tu avais, comme elle, un produit à faire découvrir à un directeur d'entreprise et que tu appelles, qu'est-ce que tu dirais? Alors, tout simplement, alors, je fais une simulation. Hein. Oui. On est dans un live pratico-pratique entre entrepreneurs. Alors, il faut que tu trouves un produit. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Quel est le produit de la jeune dame, en fait? Est-ce qu'elle peut le dire? Bon, elle est dans l'agriculture. Okay. Mais bon, tu peux prendre un produit avec lequel tu es le plus à l'aise. Hein, et puis, c'est juste l'idée du script. Comment elle pourrait aborder la personne quand elle appelle la première fois, elle ne connaît pas la personne et elle veut que la personne puisse découvrir son produit. On va prendre un exemple. Imaginons qu'elle contacte, je ne sais pas, Sedima. Oui. Elle veut, je ne sais pas, proposer des. Je raconte vraiment du n'importe quoi. Oui, bien sûr. C'est juste pour le fun du jeu de rôle. Des graines, je ne sais pas, supplémentaires par rapport à l'élevage de poulets, on va dire. Voilà. Oui, aliments pour poulet, allez. Aliments pour poulet, voilà. Donc, j'appelle le monsieur. Bonjour, monsieur, je m'appelle Anna Touré. Je suis la directrice et fondatrice d'une nouvelle marque qui est vouée à alimenter comment dirais-je, la volaille. Donc, j'aurais souhaité vous proposer les produits que nous sommes en train de mettre en place parce que mon équipe et moi avons la ferme conviction qu'il s'agit de produits qui pourraient vous intéresser par rapport à votre activité. Donc, dans un premier temps, j'aurais souhaité vous envoyer toutes les informations par email. Et si possible, si votre équipe ou vous-même avez le temps, pourquoi pas prévoir un rendez-vous de manière à ce que je puisse vous faire une petite présentation et vous envoyer quelques produits de manière à ce que vous puissiez vous-même
les tester et voir si dans un futur proche, vous serez intéressé par une éventuelle collaboration. Donc, être concis et puis voilà. J'espère que vous avez pris des notes. Hein? Pourquoi pas. Mais il ne faut jamais, en fait, Vous avez le bon script. C'était un bon script. C'était bonjour, on se présente, voilà ce que je vous propose. Je vais vous envoyer les informations. Ça peut déboucher vers une rencontre pour en discuter plus amplement. On aimerait que vous testiez et puis voilà. Mais il faut vraiment ne pas hésiter et y aller avec confiance. Je vous donne des exemples qui me concernent moi personnellement. Lorsque vous êtes passionné par rapport à vos projets d'entrepreneur, n'ayez jamais peur. C'est beaucoup de travail, des nuits blanches, des fonds de mais pourquoi est-ce que je me suis mis? Mais il faut toujours avoir confiance parce que les résultats viennent progressivement. Moi, mon propre exemple, une boîte de relations publiques dans la mode en Afrique. Les gens me disent, mais elle est folle, mais de quoi est-ce qu'elle parle? Mais les marques africaines, bon, à l'international, on ne sait pas trop. Je vous donne un exemple très précis. À l'époque, avant de lancer ADPR, je travaillais dans une société, mais parallèlement, je faisais beaucoup de stages, justement, pour pouvoir gagner encore plus d'expérience par rapport au domaine précis dans lequel je voulais me spécialiser. Et j'ai contacté, je me rappelle à l'époque, à New York, c'était pour un magazine pour lequel je gérais les relations publiques. En stage, c'était un nouveau magazine. Le magazine avec le bar de Sarah Diouf, que je pense que certains connaissent. Et donc, on s'était dit, je me rappelle, mon but, c'était de faire en sorte que certaines célébrités puissent apparaître en couverture. Vous voyez? Donc, c'était vraiment le début, hein, pas nécessairement le budget ou quoi. J'étais à New York et il dit, bon, on va contacter, pourquoi pas, Rock Nation, le groupe de musique le groupe de musique de Jay-Z. Moi, je tiens à préciser, je ne connais pas Jay-Z, je ne sais pas mon ami, rien du tout. Sénégalaise citoyenne qui était à New York et qui avait ses projets. Et avec la conviction possible, j'ai envoyé des emails, je les ai appelés en leur proposant un magazine indépendant qui était tout nouveau, hein, en leur disant que j'ai un magazine qui met en avant la culture africaine et l'histoire africaine. J'aimerais bien avoir une de vos artistes émergentes en couverture, pouvoir la mettre en avant, produire de beaux visuels et voilà, proposer ce qu'on veut proposer. Et ça s'est fait. Alors que nous, on ne connaissait pas ces gens-là, nous n'étions pas Vogue, Elle, magazine, Canuck, magazine établi, mais en présentant un projet avec assurance, professionnellement, et en montrant que vous êtes organisé et structuré, malgré le fait que vous soyez nouveau, ça se fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, rien n'est impossible, sincèrement. Ça, c'était juste une petite anecdote pour vous dire qu'il y en a plusieurs, hein, et juste pour vous dire comment ça peut faire rêver une jeune fille de 20 ans. Je me rappelle le jour du shoot, on était en train d'organiser les looks, etc. Et le manager de la célébrité en question me disait, ah oui, non, là, Jay, il n'aime pas trop ça, il aimerait qu'on change de look. Je lui dis, mais c'est qui Jay? Il était au téléphone. Who's Jay? Il me dit, Z. Après, je fais Z, et il me dit, bah, Jay-Z. Et il était au téléphone. Et je me suis dit, hey, bon, en fait, on n'a pas fait les choses doucement. Donc, finalement, notre travail acharné et tout paye. Tout ça pour vous dire que lorsque vous êtes passionné et que vous mettez tous les moyens pour y arriver, je vous promets, ça peut Donc, ladies, préparez votre script, ayez confiance en votre produit et ayez le courage de vous lancer. Michel est en train de dire magnifique. C'est Inabou qui dit Wallahi, on risque seulement, la pire des choses, c'est qu'on nous dise non ou oui, et là, c'est le jackpot. Et je rajouterai en termes de prospection, tentative, appelée, honnêtement, au début, c'est la quantité qui prime sur la qualité. Vous allez appeler plein de fois. Au début, vous n'allez pas être à l'aise. Vous allez bafouiller. Et puis, au fur et à mesure, vous allez avoir de plus en plus d'assurance. Donc, il faut essayer en sachant que vous n'allez pas être au top, top, top. Et puis, au fur et à mesure, ça va être beaucoup plus naturel et vous allez vous améliorer. Donc, c'était super intéressant comme anecdote. J'ai bien aimé t'écouter. Et maintenant, on a Adam Benjai qui dit, alors moi, j'ai une marque, mais je propose plusieurs produits et j'ai une déclinaison de mon logo pour chaque produit. Est-ce une bonne idée? Donc, apparemment, elle a un logo différent pour chaque produit. Alors, s'il s'agit d'un groupe qui a plusieurs marques indépendantes, je prends un exemple. Le groupe de textile Inditex, il va avoir plusieurs marques. Si je ne me trompe pas, il y a Zara. Il me semble que Mango est dans le groupe aussi. Bershka pour des marques de textile. Massimo Dutti. Comme il s'agit d'un groupe
qui a différentes structures, toujours dans le textile, toujours des marques de vêtements, mais qui a séparé en fait. Parce que Massimo Dutti va s'adresser à une certaine cible en termes de vêtements, peut-être un peu plus, c'est un peu plus cher que Zara, mais voilà, un peu plus voilà, haut de gamme, on va dire. Bershka, ça va être plus pour la fille un peu adolescente, entre 15 ans et plus. Donc la cible de prix est différente, la cible tout simplement est différente. Là, ça fait sens. Mais je pense que s'il s'agit d'une marque, une même marque, mais qui va décliner, ça dépend de ce que vous vendez, hein, mieux vaut garder le même logo, mais avoir des catégories. Je Ouais. pense que ça va moins perdre votre cible et même par rapport à vous-même, ce sera plus facile de gérer en interne ce que vous devez gérer sous une même enseigne. Vous allez avoir plus de poids, à moins qu'il s'agit de business complètement séparés. Par exemple, un groupe qui va avoir une marque, je ne sais pas Il y a moi. Coca, il y a le groupe Coca-Cola qui va avoir Minute Maid, l'eau, c'est Dasani, je pense, Coca-Cola, les boissons gazeuses. Dans ce cas-là, oui. Mais un niveau plus petit, enfin un niveau plus émergent, si je dois dire. Ça dépend. Si elle peut donner peut-être plus de détails, on pourra Il faut vraiment avoir établi une grosse réputation. C'est en termes de stratégie, à mon avis. Il faut vraiment avoir avoir une bonne réputation déjà, que la marque soit bien connue. Et puis après, vous allez créer différents produits. Mais sinon, les clients vont complètement se perdre par rapport à l'empreinte de la marque. Donc, avec plus de détails, Anna pourra répondre davantage. Autre question que j'ai, alors je vous remercie de ce live de Awa Diahate. J'ai créé ma marque Dideva, j'espère que je prononce ça bien, depuis 2012 avec un arrêt de 3 ans entre 2017 et 2020. Là, j'ai repris et j'aimerais être accompagnée. Nous avons Facebook, Instagram, le site Internet. Nous avons fait des shootings avec des photographes professionnels et des mannequins et avons voulu être pro depuis le début. Que faut-il pour être cliente chez Anna Touré? J'ai envoyé un message sur votre Instagram, mais vous ne l'avez pas vu. D'accord. Alors, je vais regarder tout de suite mon live déjà. Alors, ce que je te suggère, Awa, ce qui va être beaucoup plus rapide, renvoie le message dès maintenant. Comme ça, dès la fin du live, elle ne va pas avoir besoin de chercher. J'ai trouvé Dideva. Comme ça, on va faire une petite consultation en live. Alors, je vois l'effort qui a été fait Oui. de présenter les pièces façon book. Voilà. D'accord. Ce que je dirais, c'est qu'il faudrait trouver l'identité de Dideva, dans le sens où je vois que vous proposez des vêtements pour femmes. Alors, ce que je vais faire, Anna, si tu le permets, comme tu es en train de faire une petite analyse de la marque de Dideva, ça va être sympa. Je vais juste partager mon écran pour qu'on voit à quoi la page Instagram de Dideva ressemble. Alors, Seynabou, est-ce que tu peux me permettre le partage de l'écran comme admin? Alors. C'est bon, Amina? Je pense que Anna, je pense qu'Amina a eu un problème de connexion. Je pense qu'elle va se reconnecter. Je te laisse continuer à regarder ou tu veux qu'on aille au-delà des questions? Non, alors je ne sais pas, je pense que Amina voulait qu'il y ait des photos. Ou alors on attend qu'Amina revienne, comme ça je fais l'analyse en direct. Voilà, parce qu'on va pas faire ouais, c'est ça. Donc, alors j'avais cette question, par quels éléments passe une image de marque haut de gamme pour un service, un institut de beauté par exemple? Quelles sont en fait voilà, les caractéristiques de son image de marque? L'image d'abord, bon, l'image passe aussi par le logo. Que le logo, que le choix de la typographie ou le nom de la marque soit en phase avec l'image que vous voulez transmettre. Et que ce qui est très important, je trouve, c'est que lorsque vous avez un logo et qu'on se trouve là, il s'agit d'un institut de beauté, il me semble, hein,
pouvoir peut-être retrouver les couleurs du logo dans la décoration de votre institut. Ce n'est pas une obligation, mais ça crée un lien, ça crée tout de suite une image de marque. Et aussi, le branding, l'image de marque, va passer également par le service client, en tout cas pour ce qui concerne comment dirais-je, un institut. Donc, avoir un espace très agréable dans lequel voilà, vos clients pourront non seulement bénéficier de vos services, mais aussi connecter avec votre espace. Le branding, ça passe aussi par ça. Le fait que le service que vous proposiez permette à votre clientèle de non seulement d'apprécier le service, mais aussi de se retrouver dans un univers qu'ils ne pourront pas oublier. Donc, c'est pour ça qu'en tant que comment dirais-je, institut de beauté, c'est très important de veiller à ces détails-là, que ce soit la déco d'intérieur, le service clientèle, le fait de rentrer, d'avoir, je donne un exemple très précis, hein, mais d'avoir un certain parfum qui accueille la cliente lorsqu'elle rentre dans votre institut, il fera qu'elle se souviendra que, OK, cette odeur-là, c'est lorsque je vais chez tel institut. Donc, les étapes pour conclure de travail sur l'image d'un institut vont consister à d'abord veiller à ce que, d'un point de vue objet, si je puis dire, logo, image de marque visuelle, vous ayez une image assez léchée, élégante. Et lorsqu'on se rend dans votre institut, que le tout soit traduit aussi par le palpable, en fait, les services, la manière dont vos esthéticiennes vont être tenues, vêtues, maquillées, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alors, pour Dideva, comme je vois que le partage d'écran fonctionne, donc je vois qu'il y a eu un effort déjà qui a été fait par rapport à la présentation dans le sens où le logo est présent, etc. Ce que je dirais, c'est par rapport à votre marque, comme je vois que vous avez des tenues assez traditionnelles, d'autres un peu plus casual, un peu plus, comment dirais-je, de tous les jours, il faut créer des gammes pour ne pas que la personne qui découvre votre marque se demande si, OK, est-ce qu'il s'agit d'une marque qui propose que du traditionnel, semi-traditionnel ou un peu des vêtements pour tous les jours. Donc, créer une sous-gamme, en fait, enfin, pas une sous-gamme, mais réorganiser, en fait, la manière dont vous allez présenter vos produits, même si là, je note quand même l'effort qui a été fait par rapport au photoshoot façon lookbook, au logo qui est toujours présent. Mais il faut comme aussi créer, je peux suggérer à mon humble niveau, créer une histoire. Par exemple, là, je vois qu'il y a beaucoup de photos en lookbook. En général, ces photos-là, c'est bien de les avoir, mais en général, elles sont utilisées aussi pour des catalogues, pour montrer le nombre de pièces que vous avez ou le type de collection que vous avez. Sur les réseaux sociaux, pour faire rêver, en fait, quelque part, votre clientèle, pour l'attirer vers votre univers à vous, vous pouvez organiser des photoshoots de campagne, mais autrement fait que sur un fond blanc. Parce qu'il faut toujours noter que dans le monde de la mode, c'est-à-dire qu'aucune marque a inventé quelque part le fait de faire une robe ou une combinaison ou autre. Ça existe depuis bien longtemps et beaucoup d'autres concurrents le font. Ce qu'il faut, de façon primordiale, c'est pouvoir toucher émotionnellement votre clientèle. Donc, lorsque vous organisez, et je vois qu'il y a quelques photos aussi qui ont été faites hors studio fond blanc, lorsque vous créez comme une histoire derrière un photoshoot, c'est ce qui va faire que votre future clientèle va se dire « Ah, j'ai bien aimé par exemple, le thème qu'ils ont choisi ou le thème du photoshoot. » Donc là, par exemple, je m'identifie bien à cette marque. Parce qu'il faut savoir, par exemple, je donne des exemples un peu, comment dirais-je, un peu mainstream, là, grand public. Si une personne va peut-être plus s'attacher à une marque, bon là, je prends du haut de gamme, ça sera un peu plus facile. Une personne va plus s'attacher à Chanel, si on veut parler du luxe, hein, comparé à, je ne sais pas, moi, Dolce & Gabbana, par exemple, c'est peut-être parce que, ah oui, moi, je me vois plus en Chanel parce qu'il y a cette image épurée, simple, bon, très haut de gamme et luxe, mais minimaliste de certaines collections. Alors que Dolce & Gabbana, peut-être, par exemple, ça va être un peu plus clinquant, un peu plus bling-bling. Et justement, c'est par le biais d'un branding emprunté par chaque marque respectivement que le client, après, pourra se dire, OK, ils font tous des pantalons, enfin ces marques font tous des pantalons par exemple. Mais pourquoi une marque va se dire, et à ce niveau-là, les pantalons sont de qualité, il n'y en a pas un qui va moins bien coudre que l'autre ou avoir un tissu de moins bonne qualité. Si par exemple une marque, un client a décidé
de s'attacher plus à une marque à une autre, ça va être par rapport à l'image que cette marque transmet. Donc voilà, d'où l'importance de travailler sur des photoshoots. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Non, c'est parfait. C'était très intéressant d'avoir cette analyse en live. Autre question. Bonjour Amina et Anna. Y a-t-il un branding particulier, spécifique, qui attirerait les partenaires sociaux? Alors, je dirais que pour les partenaires sociaux, dès lors que vous avez, comme on l'expliquait tout à l'heure, le minimum, à savoir des réseaux sociaux bien organisés, un dossier de presse qui présente votre projet, ce pourquoi vous les contactez, et aussi un site internet avec biographie ou à propos d'eux, si le partenaire social en question est à même de vous aider, quelle que soit la raison pour laquelle vous contactez, il va le faire. Mais c'est très important aussi, et à noter, ne contactez pas des partenaires sociaux en dernière minute. Parce que vous allez rarement avoir comment dirais-je, des réponses positives. Il faut savoir que pour quel que soit le projet, après, je ne sais pas pour quelle raison, enfin, la personne qui pose la question pose cette question, mais important de savoir si vous avez un projet, par exemple, pour lequel vous voulez solliciter des partenaires sociaux, contactez les minimum, grand minimum 6 mois avant. Même si jamais on va vous dire, ah, c'est un peu trop tôt, non, c'est jamais trop tôt en fait, parce que si vous les contactez 3 mois ou peut-être, bon, au pire des cas, 1 mois avant, là, c'est même pas la peine. J'irai même limite 1 an avant et envoyer des petites relances régulièrement. Vous voyez ce que je veux dire? Pour les partenaires sociaux, il faut juste avoir une présentation clean, bien organisée. Envoyez un peu qu'il faut. Votre nom, enfin, votre rôle dans la boîte, site internet, adresse professionnelle, dossier de presse. Si vous avez déjà eu de la presse ou une reconnaissance par rapport à votre activité, insérez toutes ces informations-là, comme ça, ils ont tout en un. Et tout envoyer, par exemple, si vous ne voulez pas envoyer un attachement parce que c'est trop lourd, envoyez par le moyen de Dropbox ou je ne sais pas, WeTransfer, comme ça leur facilite la tâche. Savoir aussi que les partenaires sociaux ou certaines personnes que vous contactez sont très souvent sollicités par un certain nombre de personnes. Et si en un seul email, vous n'avez pas tout répertorié, vous perdez vos chances en fait de ces personnes-là, vous répondre rapidement ou et tout d'un coup. Bon, la stratégie que je peux donner aussi, qui marche et qui est très efficace, c'est leur parler d'abord par téléphone. Voilà, une chose, moi je trouve, et c'est peut-être une stratégie à moi, de nos jours, on communique beaucoup par le biais d'emails, etc., mais il n'y a rien qui remplace l'appel téléphonique. Si on a le temps, bien sûr, parce que de nos jours, là, on fuit un peu les appels téléphoniques, mais pour un projet spécifique, connecter avec la personne. C'est une connexion aussi émotionnelle, la manière dont vous allez vous exprimer, la manière dont vous allez considérer la personne qui est à l'autre bout du téléphone. Vous voyez ce que je veux dire? Et la manière dont vous allez présenter votre projet, vous savez, quand vous êtes passionné et que vous aimez, vous avez confiance en ce que vous faites, ça se sent dans la manière dont vous allez vous adresser à la personne, sans hésiter, en étant convaincant, tout en étant dans le respect du fait que la personne qui est en face ou à l'autre bout du téléphone prend le temps de vous écouter, quelle que soit sa réaction ou pas. Donc, avoir un petit coup de fil, si c'est possible, hein, en prévenant que vous allez leur envoyer un email avec toute la documentation en question, et après avoir envoyé cet email, relancer, peut-être pas juste après, mais peut-être un jour ou deux, pour bien préciser que vous avez pris le temps d'envoyer l'email. Vous voulez juste vous assurer qu'il est bien ou qu'elle est bien reçu. Et si la personne a besoin d'informations supplémentaires, elle n'hésite pas à vous revenir. Déjà, ça montre une certaine organisation et une certaine volonté, une détermination en fait. Donc, il y a ça, et je dirais, ce qui est important également, c'est d'avoir des preuves de ce que vous avez déjà fait. C'est ce que vous allez mettre dans le dossier de presse. C'est important de montrer votre crédibilité. C'est important de pouvoir exprimer pourquoi vous faites ce que vous êtes en train de faire. Je dirais, c'est le moment. Les 3 prochains mois, c'est là que les budgets sont en train d'être faits. En général, ce sont des exercices annuels. Donc, c'est vraiment le moment de les contacter pour savoir est-ce que vous pouvez faire partie de leur budget à venir ou qu'est-ce que vous pouvez organiser comme activité avec eux. Et le dernier point, c'est important de bien présenter les choses par secteur.
Tout à l'heure, l'exemple, c'était par rapport à la mode. Elle a expliqué qu'il faut présenter les choses par gamme ou par style. Par rapport aux partenaires sociaux, souvent, ils ont des axes stratégiques bien précis. Il y en a, c'est les enfants, il y en a, c'est les femmes et autres. Par rapport à ça, c'est important de pouvoir très précisément dire, voilà les axes sur lesquels nous agissons et contacter le partenaire en fonction de ça. Ensuite, autre question, donc c'est Marem, j'ai créé la parfumerie Bouton d'Or, j'ai réussi à démarcher quelques marques de parfums de niche, j'ai le projet d'ouvrir un local. Que me conseillerais-tu, Anna, à l'assaut du marché international tout en préservant mes valeurs? Je suis discrète mais très déterminée. Je ne suis pas celle qui parle trop fort en public. Alors, quelle stratégie efficace pour bien me positionner? Alors, est-ce que la seule question que j'ai là pour l'instant, c'est le marché international pour revendre des produits d'ailleurs ou vendre en fait des produits qu'elle a sur place à l'international? Alors, d'après ce que j'ai compris, elle veut garder ses valeurs, elle veut ouvrir un local et elle veut vendre ses produits à l'international. International. Mais comme de toute façon, c'est à l'international, je dirais, soyez à fond sur le digital, puisqu'il s'agit de produits qui sont là sur Dakar et que vous allez chercher à vendre à l'international, donc par le biais de commandes en ligne. Donc, avoir une forte présence sur les réseaux sociaux, envoyer aussi quelques newsletters à certains magazines pour que même s'il s'agit d'une entreprise locale, qu'elle soit connue aussi du reste du monde. Et vraiment, digitalement, adapter une stratégie régulière. Puisqu'il s'agit, ce n'est pas un problème d'être un peu timide ou d'être, comment dirais-je, réservé. Il faut juste avoir les bonnes cibles. C'est ce que je veux dire. Partager aussi sur la vie de votre local ou de votre société. Par exemple, quand tout rentrera dans l'ordre, qu'on n'aura pas toutes ces restrictions par rapport à Corona, organiser certains événements et communiquer sur ces événements-là. Parce que c'est comme ça que c'est de cette manière-là que les personnes qui découvrent votre entreprise vont voir que c'est votre image de marque. Parce que là, vous parlez de parfum de niche. Là, c'est le niveau haut de gamme, luxe, avec un service client d'un certain niveau. C'est vraiment une image de marque que vous voulez mettre en avant. Donc, il est important de partager. C'est-à-dire qu'il ne faut pas uniquement, par exemple, sur les réseaux sociaux, partager que le produit. Ah, tel nouveau parfum vient d'être commercialisé, on placarde le parfum uniquement. Non, il faut pas avoir. Parfois, vous pouvez montrer quelques images qui montrent, comment dirais-je, comment on fabrique un parfum, quelles sont les essences qu'on va choisir, juste pour créer toute une histoire, encore une fois, autour de votre. OK. Très bien, merci. Autre question, comment faire en sorte de créer un lien stratégique entre l'entreprise et l'expérience client, car souvent on a l'impression qu'entre ce que l'entreprise pense faire et ce que le client perçoit, il y a 1000 ans. C'est pour ça qu'il est très important d'être à l'écoute de votre clientèle pour être réaliste. Pour ne pas être justement dans l'utopie de « Ah oui, non, vous proposez ça et le client réagirait de telle manière ». Non, c'est simple. Demandez à votre client qu'il partage de façon très objective son expérience par rapport à ce que vous proposez. Vous posez des questions sur les réseaux. Essayez de percevoir ce dont… C'est pour ça que le travail de veille est très, très, très important. En tant que vous-même, vous êtes forcément client de quelqu'un, voir ce dont vous avez besoin réellement, ce que les autres vont proposer et ce dont, par exemple, la clientèle ou la cible que vous souhaitez toucher, ce dont elle se plaint, ce dont elle a besoin. C'est très drôle de voir qu'avec la génération Instagram, lorsque vous allez sur des pages de marque, vous voyez les commentaires de certains suiveurs ou followers par rapport à des produits. Bon, il y en a, on se demande, bon, voilà, c'est pas toujours très top, mais c'est important de voir la réaction des gens. Ce qui émotionnellement va les toucher. Il faut savoir que toute personne qui dépense ne serait-ce qu'un centime sur un produit va se sentir obligée, enfin, comment dirais-je, à même de pouvoir faire tout type de réflexion. Et il faut le prendre positivement, de manière à plus s'améliorer et à avoir un service client adapté afin que le client soit toujours satisfait, même si, bon, parfois,
on n'est pas toujours très objectif en termes de clientèle, mais je pense qu'il faut faire beaucoup de veille pour voir si ce que vous souhaitez faire de votre société est adapté à la réalité du marché, à ce dont les personnes ont réellement besoin. Et j'ai envie de dire, il faut avoir, je l'ai partagé dans la fiche d'exercice du module, il faut vraiment avoir un positionnement à chaque étape du processus de décision du client. Il faut être présent, une fois que vous avez bien défini c'est qui votre cible, que vous savez en général votre cible, elle se connecte plutôt à telle heure, en général, voilà le type d'émission par exemple qu'elle voit suivre ou autre, c'est important de pouvoir savoir, OK, quand la cible va être à l'époque, à la période de je recherche ou peut-être j'ai besoin de ce produit, si la personne cherche l'information, votre nom ou votre marque va ressortir sur Internet. Ensuite, il faut qu'à chaque étape, il y ait toujours cette facilité-là et cette stratégie où vous êtes soit déjà présent par rapport aux recherches que le client va faire, mais également, dès le stade d'idée, votre produit doit répondre aux besoins du client. Donc, vous intégrez dès le début, dès le stade d'idée, cet échange-là avec les clients. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la couleur? Est-ce que la texture? Et donc, finalement, quand vous arrivez maintenant au produit final, il n'y a pas de surprise. Parce que c'est un produit que vous avez conçu depuis le début avec des feedbacks de dizaines de clients ou de centaines de clients si vous avez la possibilité d'avoir des groupes plus larges pour recevoir le feedback. OK? Alors, autre question, est-ce qu'une marque se limite à un logo, couleur, pictographie ou autre? Non, pas du tout. Là, c'est tout ce qui est juste une partie du visuel. Mais une marque, c'est aussi le service client. Et je dirais c'est surtout le service client. C'est toute l'organisation en général. Parce que comme je le dirais, ça ne fait pas sens d'avoir un beau logo, une bonne pictographie, de beaux locaux, mais de ne pas être organisé, par exemple. Ne pas avoir un système de réponse lorsque vous êtes contacté par email, vous voyez ce que je veux dire, ou ce genre de choses. Une marque, c'est vraiment tout, c'est un tout. Et ne pas vouloir tout faire d'un coup parce que ce n'est pas évident, mais se focaliser sur l'essentiel, bien faire l'essentiel, pour après ajouter les petits éléments qui vont faire les petites cerises sur le gâteau, si je puis dire. Ouais. Et c'est une histoire aussi, hein. La force de votre marque, c'est l'histoire que vous réussissez à créer qui va permettre cette connexion avec le client final. À la fin de la journée, le logo, les couleurs et autres, ce sont juste des outils pour réussir à communiquer une émotion. Ce sont des outils qui peuvent changer. Vous voyez des marques comme Coca-Cola et autres qui ont eu à changer de logo, mais dans le fond, cette émotion-là, ça a toujours été quelle couleur on va utiliser pour créer cette connexion avec le client. Quand vous prenez Nike, Just Do It, c'est toujours la valeur profonde de la marque, elle est permanente. Maintenant, la typographie peut changer au fil du temps. Facebook a changé de logo, Instagram a changé de design de logo, mais à chaque fois, il y a quand même ce fil conducteur par rapport à la relation que vous cherchez à créer avec le client. Donc, je dirais l'essentiel, c'est quelle émotion vous voulez créer et maintenant, après, quels sont les outils qui vont contribuer à créer cette émotion-là. Et Adam, on arrive bientôt à la fin, hein, midi 33, Adam qui a précisé, c'est elle qui avait des déclinaisons. Sa marque, c'est la Halle et il y a la Halle Juice, céréales locales, charcuterie et autres. Et je vois une contribution de Sainabou, je pense, qui dit il faut mettre le client. Ah, c'est un autre point. Je vais lire le point là après. Dans ces cas-là, je pense que la Halle, il faudrait garder, c'est la Halle, une entreprise, une marque. Et quand on est dans l'alimentaire, la même chose, pas besoin d'avoir des logos différents. Par contre, ce qui peut être cool, c'est peut-être un petit dessin comme ça. Et est-ce que c'est même nécessaire? Je ne pense pas. Non, parce que quand on regarde Auchan, quand vous allez à Auchan, il y a la marque Auchan. Quand vous allez à Casino, il y a la marque Casino. Et les gens ont besoin de savoir que je reconnais le logo parce qu'ils ne vont pas lire, ils vont avoir l'impression que c'est des produits différents.
Alors que si vous réussissez à créer cette image que la halle fait des produits de qualité, proches de la terre, bio, etc., dès qu'ils vont revoir le logo la halle, il va y avoir cette confiance et ça va juste être la halle a fait quelque chose de différent ou autre, mais garder le même logo. Après, maintenant, vous pouvez créer des couleurs différentes, par exemple, si ce sont des produits santé ou autres, mais le logo, gardez le même logo, je recommanderais. Et j'ai oublié de préciser à Dideba qu'elle n'hésite pas à me renvoyer un email comme ça. On verra. Oui. Alors, contribution, il faut mettre le client au cœur de sa stratégie. Avant de concevoir un produit ou un service, il faut s'assurer que ce produit vient satisfaire un besoin, absolument. C'est après que la conception du produit ou service doit être lancée, testée auprès de la cible afin d'être validée. Et important, il est plus facile de changer une maquette que de reprendre un lancement. Merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est ça, Inabou, parce que je ne voyais pas, mais cette contribution, elle est très importante. Donc, très tôt, ayez cette habitude d'avoir le feedback des clients. Alors, il reste quelques questions. Bonjour, cher coach. Quel conseil pour la création d'un mail professionnel? Est-il obligatoire de mettre une signature? C'est mieux. C'est simple à faire. Oui. On peut l'insérer automatiquement. En fait, c'est cadré. Il y a des règles, en fait, qu'on ne doit pas négliger ou mettre de côté, tout simplement, parce que ça montre que vous avez une structure organisée, que vous soyez la seule dans votre structure, que vous soyez 2, 3, 4 ou 5. C'est juste une organisation comme ça. Vous envoyez un email, la personne qui lit votre email sait tout simplement qui lui a envoyé l'email, à qui elle a affaire. Si elle a besoin de vous contacter, il y a un numéro de téléphone si nécessaire. Mais c'est juste cadré. On sait qu'on s'adresse à une personne dans le cadre professionnel et pas dans le cadre informel. C'est aussi simple. OK. Donc, je ne sais pas de qui la contribution a été parce que j'ai perdu à un moment la connexion, mais c'était très pertinent. Et oui, et le mail professionnel, c'est que quand vous créez votre adresse, votre site Internet, en réalité, vous avez plusieurs adresses email professionnelles qui sont liées à l'adresse du site Internet, en fait. Tout de suite, automatiquement, vous avez des emails qui correspondent à SEO.com ou atpr.com. OK? Question. Y a-t-il alors un branding spécifique pour un service de taxi moto? Il y a un branding spécifique pour tout. Pour chaque chose, il y a un branding spécifique. Pour chaque chose. En fait, vous pouvez vous-même, il ne faut pas avoir peur de ce terme, en fait. Je pense que c'est parce que c'est en anglais. Genre, enfin, comment on travaille sur l'image de marque. Tout simplement, par exemple, si c'est quoi une société de transport de taxi, c'est ça? Oui, taxi moto. Taxi moto. Faire en sorte que, par exemple, le logo de votre société soit en fait sur la moto en question. Les personnes, je ne sais pas, hein, peut-être que je ne connais pas la structure de votre société, hein, mais par exemple, que les conducteurs aient sur leur casque le logo aussi, c'est hyper simple en fait. Juste faire en sorte que vous soyez visible en fonction de votre secteur de manière adaptée. Par exemple, je dirais, là, on est dans le service du transport et tout. C'est nécessaire qu'on puisse reconnaître, ah bah ok, là c'est telle société de taxi moto, donc je les reconnais. Si par exemple une marque sénégalaise, imaginez haut de gamme de luxe, est créée à différents magasins dans tout le Sénégal, les employés qui sont au sein du magasin, on ne va pas leur demander de porter un t-shirt avec le nom en gros dessus parce que ça va faire un peu bizarre par rapport au secteur. On va peut-être demander à ce que les employés portent je ne sais pas si ce sont des femmes, des robes élégantes de la marque en question, mais sobre. Pas besoin de marquer le nom parce que c'est le secteur qui veut ça. Le secteur du luxe, minimaliste, tout ça. Par contre, si c'est une marque, enfin un service qui est plus nécessaire au quotidien et vous voulez que la population, tout le monde en fait, parce que tout le monde va utiliser, ça dépend d'un pays à l'autre, vous voyez ce que je veux dire, les taxis, motos, vous voulez que ce soit percutant dans le champ visuel de tous les jours, là il faut, par exemple, que les logos soient placardés un peu à gauche à droite. Parce qu'on les taxis de Dakar sont jaunes et noirs, on les reconnaît. Les taxis étaient rouges ou verts ou quoi, ça va être... Ouais, c'est leur branding.
En Côte d'Ivoire, c'est orange, d'autres pays. Donc, le branding est adapté en fonction du secteur. Il y aura des codes qui vont être très importants et d'autres qui vont être différents. Ouais. Alors, une question très intéressante de Rose qui dit « Merci de partager aussi généreusement vos connaissances et expériences. J'ai un salon de coiffure, Lingerla. J'aimerais faire intégrer à l'équipe la notion d'image de marque. » Et ça, on sait que souvent, c'est difficile ici de créer ce branding-là à travers le personnel qui respecte le standing. Je le connais, ce salon. C'est pas évident parce que c'est une culture d'entreprise à inculquer à son équipe. Et je dirais, et nous on le fait beaucoup avec des sociétés, en fait c'est un travail sur le long terme. Tous les matins, organiser des réunions et expliquer pourquoi, surtout pour un institut de beauté ou un salon de coiffure, il est primordial que chaque employé de la société vive cette culture d'entreprise. Parce qu'aller au salon de coiffure, ce n'est pas uniquement je vais me faire, la cliente vient se faire coiffer et elle part. C'est un échange, c'est un lieu comment dirais-je, de relaxation. Vous ne savez pas nécessairement ce qui se passe dans nos clients lorsqu'elles viennent chez vous, mais vraiment, c'est un moment de plaisir pour la cliente. Et il faut que, c'est par le biais de formation, en fait, tout simplement. Et ce n'est pas nécessairement ancré dans notre culture, en tout cas professionnellement. Il faut le prévoir sur le long terme. Avoir un programme de formation, montrer même par le visuel, montrer des images de salons de coiffure, de stratégie ailleurs. Parce que je trouve que chez nous, en tout cas au Sénégal, c'est uniquement dans le milieu professionnel que ce n'est pas inculqué. Parce que je prends un exemple très, très simple. À la maison, en tant que femme, si vous expliquez à une dame qu'elle doit bien tenir sa maison et qu'il y a un certain standing qui doit être maintenu lorsqu'on reçoit des invités, on n'a même pas besoin de parler trop 2 minutes. C'est inculqué dans la culture parce qu'on le sait. Il faut que ce soit bien fait, etc. Et donc, il s'agit juste de professionnellement créer des sessions, faire comprendre en fait à l'employé en question, la personne qui fait partie de votre équipe, que ça fait partie de son contrat de travail. Il ne s'agit pas uniquement de réaliser une coiffure selon ce que la cliente veut, mais aussi être lingéré. Enfin, faire partie de cette culture d'entreprise-là, physique. Comment dirais-je, pas physiquement, mais d'un point de vue visuel, image. Vous pouvez leur expliquer qu'une cliente ne peut pas venir au sein du salon et être accueillie par une esthéticienne ou une coiffeuse qui elle-même n'est pas à 100% bien présentée ou ne représente pas le service que la cliente vient rechercher en fait. Et le tout, c'est vraiment, en fait, c'est par le biais de formation. Soit vous pouvez la faire vous, soit vous pouvez justement former de cette manière-là vos employés, soit vous faites appel à un autre service. Et justement, et sincèrement, que la dame ne se sente pas seule parce que c'est vraiment, c'est une réalité qui n'est pas toujours évidente à vivre, mais qui peut évoluer. Parce qu'il faut former tout simplement. Et je pense qu'on a tendance à négliger le fait que toute société qui connaît un énorme succès même est passée par cette formation-là. Ça ne se fait pas comme ça. On n'emploie pas une personne en se disant que non, mais ce qui fait sens pour nous ne va pas nécessairement faire sens pour d'autres personnes. Donc, il faut la former. Moi, je sais que, par exemple, lorsque j'ai été formée dans différentes boîtes, la plus simple des choses était expliquée, en fait. Donc, il faut juste avoir… Alors, c'est important, hein, et je dirais, il faut des sanctions. Sanctions positives quand la personne a, comme par exemple quand on parle employé de l'année, du mois et autres, et pour avoir été employé du mois, il faut avoir respecté un certain nombre de règles ou avoir, quand il y a des primes, il y a cette partie qualitative qui fait partie de la prime et des sanctions négatives si jamais la personne ne respecte pas les règles, parce qu'on le voit dans des grands groupes à l'international. Si jamais la personne n'est pas constante, elle peut soit recevoir cette sanction positive, négative jusqu'au renvoi. Il nous reste 2 questions. Alors, il y a Aïssa Toufei qui demande, est-ce qu'elle doit changer le nom de son entreprise, les confitures de Mbinde Mangouné? On lui dit que c'est trop long. Les confitures de Mbinde Mangouné.
parce qu'on lui dit que c'est trop long et qu'elle doit le raccourcir, qu'elle doit le simplifier. Qu'est-ce que tu en penses? Elle dit qu'elle a toujours refusé parce qu'elle trouve que son nom, ça lui ressemble. Est-ce qu'il faut forcément se mettre aux normes? Je ne pense pas que ce soit trop long parce que là, on parle de confiture. Bon, c'est un produit niche et c'est mignon parce que ça donne ce côté exclusif, limite fait maison, les confitures d'œufs. Enfin, il y a des marques de thé haut de gamme, Daman et Frères, pour citer des marques, c'est pas nécessairement pour. Hein. Le tout, en fait, c'est de bien présenter le produit et de le présenter comme on disait tout à l'heure, en fait, un produit qui raconte une histoire, un savoir-faire traditionnel, culinaire, etc. Moi, je ne pense pas que ce soit long. Moi non plus. Hein. Je pense qu'il y avait les confitures de Bonne Maman. Et quand le produit est bon, les gens vont retenir le nom. Alors, donc ça, c'est la troisième. Bonjour. Quel conseil pour une vente privée ou une boutique éphémère, parfums et produits de luxe? Alors, la communication en amont. Préparer un save the date, à savoir marquer vos calendriers. Je dirais un mois avant pour voilà, prévenir votre clientèle souhaitée. Et 2 semaines avant, envoyer toutes les invitations. Et faire en sorte que l'expérience luxe soit irréprochable, à savoir une super belle décoration. Pour que je dis toujours pour les ventes privées, même si c'est une vente privée haut de gamme de luxe. Alors, on ne t'entend pas très bien. Vous m'entendez mieux là? Oui. OK. Pour les ventes privées, que ce soit une vente privée haut de gamme, peut-être moyen de gamme, faire en sorte d'avoir des produits en entrée de prix et après les produits haut de gamme pour vous assurer un succès quoi qu'il arrive. Vous voyez ce que je veux dire stratégiquement. Donc, il y a le côté, bien sûr, je pense que la personne en question le savait déjà, une belle décoration, un service. Moi, j'insiste toujours sur le service client. Le fait de bien recevoir et de faire en sorte que toute cliente qui vient, qu'elle n'achète ou pas, se sente vraiment privilégiée de par l'accueil qu'on lui réserve. Et puis, l'organisation aussi. Avoir, par exemple, une vente privée et faites en sorte d'avoir assez de monnaie pour… ce sont des petits détails qui peuvent paraître très, très simples et ridicules, mais c'est tout ce qui fait le service client. Lorsqu'une personne achète, prévoyez la monnaie pour pas qu'elle ait à attendre trop longtemps. Si jamais il faut faire un échange de monnaie, si jamais vous n'avez pas de TPE pour qu'elle puisse payer, faire en sorte qu'elle puisse payer par Orange Money, ce genre de petits détails. Mais vraiment, travailler sur la communication en amont, pour partager de beaux visuels, donner vraiment le détail de quelles marques seront présentes, etc. Prévoir un peu aussi peut-être à manger, ou je ne sais pas, de quoi se rafraîchir, ce qui fait que votre événement de luxe sera luxe jusqu'au bout, en fait. Donc, préparer en amont et puis pendant l'événement, faire en sorte que le service soit irréprochable. Très bien. Alors, dernière question. C'est moi, attends que je regarde. Oui, j'ai une question concernant le branding dans le secteur de l'éducation. Comment réussir une campagne de parrainage crowdfunding afin d'attirer des grandes marques, mais également des personnalités publiques engagées dans l'éducation? Le prévoir en amont. Prévoir aussi des événements de sensibilisation ou des rendez-vous aussi privés. Ouais. Les rendez-vous privés, je pense que c'est même mieux parce que, en toute transparence, il y a le crowdfunding, c'est tellement entre guillemets démocratisé qu'il y a l'effet un peu inverse là, en ce moment. Les gens ont tendance, entre guillemets, à être un peu fatigués de crowdfunding en transparence parce qu'ils ont l'impression que c'est un peu la solution de facilité. Et parce que malheureusement, on peut trouver du crowdfunding pour tout et n'importe quoi. Oui. Donc, il ne faut pas dévaloriser ce pourquoi vous avez besoin d'aide. Je dirais personnaliser votre manière singulariser votre manière de contacter une personne qui pourrait vous aider. Avoir 2 stratégies. La stratégie, en fait, un peu plus personnalisée, comment dirais-je, plus intime, contacter directement les sociétés ou les personnes et organiser des rendez-vous. Et après, avoir aussi la stratégie peut-être un peu plus grand public, crowdfunding. Et surtout, expliquer dans le détail ce pourquoi vous avez besoin d'aide et mettre en valeur la personne qui va vous aider ou les personnes qui vont vous aider
et surtout, lorsque vous aurez obtenu l'aide nécessaire, maintenir le contact avec ces personnes-là et leur expliquer de façon transparente votre évolution et ce sur quoi vous avez pu évoluer par rapport à l'aide qu'ils ont pu vous apporter. Oui, dès que vous avez votre cible, c'est le même exercice que vous faites à chaque fois. C'est quoi le meilleur moyen de me faire connaître auprès de cette cible-là? Est-ce que si je veux attirer des grandes marques ou si je veux attirer des autorités, est-ce que c'est le crowdfunding le meilleur moyen de les toucher? Et peut-être vous allez vous rendre compte qu'il y a probablement d'autres mécanismes pour pouvoir engager ces cibles-là. Le crowdfunding va peut-être servir, je ne sais pas, quand vous êtes un artiste, que vous allez sortir un album, que vous avez déjà un grand public, une grande communauté. À ce moment-là, vous faites du crowdfunding et c'est cette communauté qui va participer en premier, qui va repartager ce que vous voulez faire. Donc, vraiment, pensez toujours cible. Pensez toujours cette cible-là, quel est le meilleur moyen de la toucher, quel est le meilleur moyen de les contacter et puis les réponses vont venir plus simplement comme ça. Il me reste vraiment à te remercier, Anna Touré. C'était vraiment de ta grande générosité. On a vraiment eu du tout. On a eu des scripts, on a eu des conseils de qualité, on a eu une analyse d'une marque en temps réel, en live. Merci beaucoup pour ce temps qu'on a bien dépassé. Alors, Abigail, j'ai vu la question, mais ce n'est pas vraiment l'objet du live. Comment démarrer une affaire de vente en ligne, c'est d'autres thématiques que tu pourras trouver soit avec d'autres lives ou dans d'autres modules. Ce n'est pas du branding. Et sinon, justement, pour ceux qui ne connaissent pas encore le groupe ou ceux qui ne se sont pas inscrits dans les deux groupes, il y a d'autres modules de formation à venir sur le Linger Digital Academy et pour tout ce qui est marketing digital par rapport aux conseils que Anna a donné sur le community management, penser à la qualité des images, à quelle fréquence communiquer, quels outils utiliser. Vous allez avoir tout ça dans le groupe She Means Business. Et donc, inscrivez-vous sur les groupes, les deux. Le focus de She Means Business, c'est vraiment tout ce qui tourne autour de vente en ligne, marketing digital. Et sur l'entrepreneuriat de façon globale, ça va être sur Linger Digital Academy. Donc, merci beaucoup, Anna. Comment on te contacte et comment on te retrouve? Alors, contact@annatourépr.com ou sur Instagram. Ou envoyer un DM ensuite par email. L'adresse email, elle figure sur Instagram. Donc, si jamais on ne répond pas tout de suite, on vous répondra forcément. Une question, on me demande si l'agence est juste focalisée dans le domaine de la mode et tout. Non. En fait, on a décidé juste de mettre en avant sur les réseaux sociaux la mode, lifestyle, beauté, etc. Mais pour tout ce qui est plus institutionnel, on ne communique pas de la même manière. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas partager nécessairement sur les réseaux sociaux. D'accord. Voilà. Donc, sur Instagram, il suffit de faire Anna Touré PR pour retrouver ta page professionnelle. Oui. Je vois qu'il y a ton site internet également. Alors, je vais le noter ici sur la fenêtre de chat. Comme ça, ça va être plus simple pour tout le monde. Voilà, alors tous les participants. Donc, voilà pour le site internet. Et pour Instagram, vous pourrez trouver Instagram ici. Et à partir de là, vous allez avoir tous les autres contacts. Un grand merci, Anna. Merci, Seynabou. Merci à toutes les participantes. J'espère que vous allez trouver ce live enrichissant. Et je vous dis à la semaine prochaine pour ma part. Bye bye. Bye.